Le rebond du prix du pétrole depuis la fin du mois de juin est-il un dead cat bounce, un rebond du chat mort? Le rebond du prix de l'or noir est-il simplement conjoncturel, dû à des éléments concernant la période estivale, ou s'agit-il de l'amorce d'une vague de hausse beaucoup plus inflationniste, beaucoup plus structurelle, pouvant représenter une menace pour l'économie? Bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fast and Forex. L'or noir, le prix du pétrole. Eh bien oui, le prix du pétrole a tenu. Il a tenu, souvenez-vous, il a tenu ce support majeur que je considérais et considère toujours comme le bord du gouffre technique, le niveau des 65 $. Eh bien le marché a rebondi. Pour un certain nombre de raisons, ce mois de juillet. Des raisons qui concernent l'offre et la demande. Vous savez, la formation du prix du pétrole en bourse, ce n'est qu'un rapport entre l'offre et la demande, un rapport à un instant T, et puis un rapport prospectif. Alors, ce rebond du prix du pétrole, est-il simplement du fait d'éléments concernant cette période estivale? Beaucoup mettent en avant ce que l'on appelle la driving season, la saison qui voit en Occident, du fait des déplacements, du fait des congés, une forte augmentation de la consommation d'essence, de gasoil, que ce soit d'ailleurs le transport automobile, le transport aérien ou encore le transport ferroviaire. Et c'est une réalité. Ce n'est pas du vent. Je vous affiche ça sous les yeux, je vous affiche. Les données viennent du tout dernier rapport mensuel de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Alors, c'est 28% de la production mondiale de pétrole, mais leur dossier étudie toute l'offre et la demande de pétrole. Eh bien, regardez bien les chiffres qui concernent le troisième trimestre, cette période qui s'étend de juillet à septembre, voit une augmentation. L'unité de mesure, c'est en millions de barils par jour. Il y a en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Occident, de manière générale, dans tous les pays de l'OCDE, une augmentation sensible de la consommation de pétrole. Et puis, à partir de septembre, et en tout cas à partir du quatrième trimestre, eh bien, la consommation revient à la normale. Alors, il y a déjà cet aspect des choses. Et puis, il y a eu, du côté de l'offre, qu'y a-t-il eu? Il y a eu cette décision que nous connaissions d'ailleurs, mais qui est devenue effective. Elle avait été annoncée en juin par l'Arabie Saoudite. Elle est devenue effective début juillet, d'une nouvelle réduction d'1 million de barils par jour de la production de pétrole de l'Arabie Saoudite. C'est une décision, attention, unilatérale. C'est-à-dire que depuis octobre 2022, il y a eu deux coupes de production annoncées par les pays de l'OPEP. C'est un bon tiers de la production mondiale de pétrole, réduction auquel s'est joint la Russie. Et puis, l'idée, c'était de freiner la baisse du prix du pétrole. Car le prix du pétrole, oui, rebondit depuis fin juin, mais il est largement en tendance baissière depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors, et d'ailleurs revenu sur le plan technique, là, dans le haut de son trading range, en fait, l'intervalle, c'est 65 $, 83,50. Et là, le marché teste d'ailleurs cette zone de résistance. Ça se joue là, il y a un pivot à 80 $. Enfin, j'y viens à la partie technique. J'ai tout chapitré, vous pouvez directement aller à la partie qui vous intéresse. En réalité, ce que vous devez retenir, c'est que l'Arabie Saoudite, depuis le mois de juillet, a réduit de 1 million de barils par jour supplémentaire sa production de pétrole. Me direz-vous, qu'est-ce que ça représente tout ça? Alors regardez, je vous fais apparaître un tableau qui vous montre l'offre de pétrole, la production de pétrole des pays de l'OPEP. Grosso merdo, l'OPEP, c'est 28 millions de barils par jour de production de pétrole. L'offre mondiale, c'est autour des 100 millions de barils par jour. L'OPEP, l'Arabie Saoudite, c'est 10 millions de barils par jour. Vous imaginez là comme elle rogne ses revenus? Elle voulait tellement stabiliser le prix du pétrole. Elle avait tellement peur, l'Arabie Saoudite, peur des spéculateurs, mais aussi peur du ralentissement économique en Occident. Alors, soft landing, récession par récession. Bon, ça c'est un débat que je traite dans le Top Gun, mais je vais quand même en dire un mot. Mais elle avait tellement peur, l'Arabie Saoudite, que ce support technique des 65 $ cède. Bon, il n'a pas cédé, le marché a rebondi dessus. Qu'elle a décidé, seule, de réduire d'1 million de barils par jour en plus sa production, sans les autres membres de l'OPEP, sans les 12 autres membres de l'OPEP, sans la Russie, et 1 million de barils par jour. Mais c'est énorme. L'Arabie Saoudite, c'est autour des 9 millions de barils par jour de production. Donc vous imaginez, 1/9. Mais elle ne peut pas faire plus. Elle ne va pas faire chaque mois 1 million de barils en moins, sinon elle arrive à zéro.
Alors ok, ça va peut-être faire remonter le prix du pétrole, mais si elles vend plus, ça leur rapporte zéro. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc tout ça est important. Alors maintenant, voilà, on va quand même traiter le sujet. Le sujet de cette vidéo, que je vais essayer de faire courte, mais argumentée. Le sujet, s'agit-il d'un rebond du chat mort? Dead cat bounce. Qu'est-ce que ça veut dire? Un rebond du chat mort, si c'est le cas, cela veut dire que le rebond qui a eu lieu entre 65 et 83,50 ne serait qu'un rebond technique provisoire dans le cadre soit d'une phase latérale entre 65 et 83,50, soit dans le cadre carrément de la tendance baissière qui vient au-dessus des 120 $ dans le sillage du déclenchement de la guerre en Ukraine. Y a-t-il des raisons de croire que cette hausse du prix du pétrole depuis fin juin, est-ce qu'elle est conjoncturelle, donc liée uniquement à ces éléments estivaux que je vous ai décrits, ou est-ce qu'elle a en soi quelque chose de plus structurel, de plus consistant, lié à l'offre et à la demande, qui pourrait le ramener à 100, voire même sur de nouveaux records? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler en suivant le plan suivant. Donc, première partie, les raisons fondamentales du rebond estival. Je vous en ai déjà dit beaucoup, mais il va falloir illustrer tout ça plus en détail. Conjoncturel ou structurel, la nature du rebond de l'or noir se trouve dans le rapport offre-demande. Alors justement, la demande de pétrole, vous allez voir que en termes, tout n'est que prospective en bourse. Le pétrole, là, va aussi, alors bien sûr, il y a les données court terme, mais pour la tendance de fond, ce sont les perspectives de consommation. Eh bien, s'oppose l'Occident, dont la croissance est attendue un peu quasiment nulle, à la Chine et à l'Inde, où là, vraiment, ça accélère. Il n'y a pas que la Chine et l'Inde, mais c'est le gros du morceau. Offre de pétrole, l'OPEP versus les États-Unis. À partir de quel prix la hausse du prix du pétrole serait dangereuse pour l'économie? En clair, à partir de quel prix la hausse du pétrole serait inflationniste? À partir de quel prix le rebond du prix du pétrole menacerait la désinflation en cours? Et enfin, pétrole et bourse, le diagnostic technique, chartiste, positionnement institutionnel, est-il en faveur ou non d'un dead cat bounce? C'est parti. Alors chers amis, je me suis réduit et donc on entre dans le vif du sujet, dans le vif des détails. Le rebond du prix du pétrole est-il un rebond du chat mort? Bon, est-il un simple rebond conjoncturel? Est-il un simple rebond conjoncturel? Le plan s'affiche à nouveau sous vos yeux, je vous l'ai déjà détaillé. Donc, eh bien, première partie. Les 3 raisons du rebond du prix du pétrole depuis la fin du mois de juin, eh bien, vous les connaissez. Le rapport entre l'offre et la demande de pétrole est la source première de l'évolution en bourse du prix de l'or noir, et ce, sur tous les horizons de temps. Soyez-en convaincus. Le rebond estival a 3 sources. 2 qui proviennent de l'offre de pétrole, 2 qui proviennent de l'offre de pétrole, et 1 qui provient de la demande de pétrole. C'est bien ça donc que je vous ai expliqué. Il y a tout d'abord une contrainte d'offre avec les réductions annoncées de production des pays membres de l'OPEP. L'OPEP, c'est 28% de la production mondiale de pétrole. Et surtout, la décision unilatérale est depuis début juillet, donc il n'y a pas de surprise, de 1 million de barils en moins par l'Arabie Saoudite, sans oublier quelque chose quand même qui est important, les tensions géopolitiques, et en particulier donc au Sahel et puis toujours en Ukraine. Bon, on peut dire que oui, le risque d'un conflit généralisé au Sahel a pu participer aussi à cette reprise. Quant à la demande, elle est en hausse conjoncturelle en Occident avec la driving season et en hausse plus structurelle en Chine avec la fin de la politique de zéro Covid. Alors au final, bilan des courses, oui effectivement, je vous ai mis ici la performance du prix du pétrole depuis la fin du mois de juin, donc c'est pas rien, hein, c'est quand même 15% de hausse, 15% de hausse du prix du pétrole depuis la fin du mois de juin. Et je vous ai remis ici donc dans ce tableau les forces haussières et les forces haussières et les forces baissières potentielles. Alors il y a un certain nombre de choses qui ont pu jouer, mais vraiment en tout cas pour cette hausse du mois de juillet, ce sont plus des éléments de court terme. Reste à savoir quel a été le poids de ces tensions géopolitiques. Bon, on va dire que ça fait partie des éléments qui ont pu participer. Maintenant, la question que nous nous posons. Le rebond du pétrole en bourse est-il conjoncturel ou structurel sur le plan fondamental? Il s'agit ici de la question essentielle. Alors, on va regarder d'abord les informations du côté de la demande de pétrole. Demande de pétrole. Croissance nulle en Occident versus accélération en Chine et en Inde. Car, vous savez bien, au-delà de ce rebond qui a eu lieu là jusqu'à 83,50 $, au-delà de cette poussée estivale qui est liée à ces éléments conjoncturels
et en particulier donc la driving season. Et puis surtout, en fait, c'est la coupe de production de l'Arabie Saoudite qui a vraiment, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 1 million de barils par jour sur les 9 millions par jour que produit l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas rien. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'offre et de la demande, on va commencer par la demande, qui est plus structurel et qui pourrait transformer cette phase de rebond à court terme en quelque chose de plus consistant? C'est ça la vraie question que nous nous posons. Alors l'OPEP publie un rapport complet sur l'offre et la demande de pétrole dans le monde entier au milieu de chaque mois. Le rapport le plus récent est donc celui qui est proposé début juillet. C'est à la fois une source d'information pour la production et la consommation de pétrole et une analyse macroéconomique pointue et prospectiviste pour toutes les grandes économies du monde. Voici donc le sujet, l'accélération de la consommation en Chine et en Inde, qui est une donnée acquise. Et dans les grands pays hors OCDE, tout ça c'est acquis. Peut-elle compenser une demande en croissance nulle attendue en 2024 en Europe, aux États-Unis, voire en baisse pour certains, car il s'agit ici du débat qui est en cours. C'est ça en fait la clé. Du côté en fait de la demande de pétrole, c'est pas la Chine, l'Inde ou les pays, les fortes économies émergentes en forte croissance. Et il n'y a pas que la Chine et l'Inde, il y en a d'autres en Asie, il y en a en Amérique latine, il y en a en Afrique. Vous allez voir concrètement, je vais vous montrer les datas en poids relatif, en valeur absolue, qu'est-ce que ça représente cette demande-là par rapport à la demande occidentale qu'on va rassembler dans les pays dits de l'OCDE, l'Europe, les États-Unis, le Japon, l'Australie, voilà, etc. Bon. Eh bien, la vraie question, pour la partie occidentale, avec la remontée des taux d'intérêt, les nouvelles conditions de crédit, ralentissement économique, surtout là, actuellement dans le secteur manufacturier, mais pas encore dans le secteur des services, comme j'ai pu vous le démontrer dans Top Gun, eh bien, va-t-il y avoir une récession économique ? Je vous avais montré, j'avais fait des vidéos ces derniers mois en utilisant le rapport de l'OPEP, où l'OPEP s'inquiétait et envisageait une croissance négative, un taux de croissance négative de la consommation de pétrole en Occident. Et bien là, elle a revu en hausse, c'est passé de légèrement négatif à légèrement positif. Et grosso modo, globalement, le débat actuel voit s'éloigner un peu la probabilité d'une récession, mais ça change toutes les 2 semaines. Là maintenant, on serait plus vers un soft landing. Un ralentissement de la croissance qui viendrait se poser doucement entre 0 et 1, mais pas négatif. Bon, voilà. Mais ça change tout le temps en fonction des datas. Donc ça reste le principal point d'incertitude du moment. Et ça va être très important donc, pour l'état des lieux global de la demande. Alors justement, c'est ce que je voulais vous montrer au niveau de la demande de pétrole. Vous avez ici donc la demande de pétrole anticipée pour 2024, mais simplement des ordres de grandeur. Les États-Unis, je vais vous montrer ici les datas, ce sera plus simple. Voilà, les États-Unis. Donc vous avez ici, l'unité de mesure est en millions de barils par jour. Les États-Unis, et donc en fait c'est plus le Canada, vous voyez que c'est 25 millions de barils par jour en termes de demande. Ça équivaut, c'est le total de la Chine et de l'Inde. C'est le total de la Chine et de l'Inde. Donc, la demande, alors il y a quelque chose qui est assez nouveau. Alors, les informations ici sont récapitulées dans le tableau qui est en bas à droite. L'OCDE, c'est les pays occidentaux et les pays non de l'OCDE. Vous avez ici, selon le dernier rapport de l'OPEP, les anticipations d'évolution de la demande. On est sur du zéro pour les pays de l'OCDE. Par contre, effectivement, la Chine, l'Inde et les pays hors OCDE, non. Alors, on est repassé sur du légèrement positif. Les rapports précédents envisageaient quelque chose de plutôt négatif, mais la principale source d'incertitude, elle est là. Ici, vous avez les anticipations pour les prochains trimestres de 2024. Et là, vous avez le taux de croissance entre 2023 et 2024. Voilà, l'incertitude est là. Va-t-il y avoir une croissance nulle ou pas en Occident ? Et comme on voit que si vous additionnez l'Europe plus les États-Unis et le Canada, ça dépasse largement la consommation chinoise et indienne, encore pour le moment. C'est le débat du moment. Lorsqu'on regarde l'indice PMI global, donc pour l'ensemble des pays du monde, c'est toujours en contraction dans le secteur manufacturier, mais pas dans le secteur des services. Donc c'est vraiment le débat, mais je dirais qu'au fond, ce qui est acquis, ce qui est complètement acquis, c'est que pour la Chine et l'Inde, il y aura de la croissance. Maintenant, c'est vraiment le sujet de l'Occident. Donc pour savoir est-ce que ce rebond du prix du pétrole est un dead cat bounce ou pas, d'un point de vue de la demande, c'est le débat autour de la probabilité d'une récession économique en Occident. Voilà, ça c'est vraiment le débat majeur et il n'est pas tranché. Alors il n'y a pas que l'offre de pétrole
Il n'y a pas que l'offre de pétrole, il y a aussi, il n'y a pas que la demande de pétrole, il y a l'offre de pétrole. Là aussi, des forces s'opposent. Les pays de l'OPEP réduisent leur production de pétrole. Ça, c'est clair, pour soutenir le prix du pétrole à la hausse. Je vous rappelle que le prix du pétrole qui est jugé acceptable par les pays membres de l'OPEP, c'est 80 $. Ils ont réussi leur coup, on y est remonté. Ah, pour le coup, là, ils s'en sont bien sortis. Alors, l'OPEP, c'est 28% de la production mondiale de pétrole. Elle ne cesse de réduire sa production de pétrole depuis octobre 2022. Une seconde réduction de pétrole avait été décidée au mois de mai 2022. Ensuite, il y a eu une décision unilatérale depuis début juillet de l'Arabie Saoudite de baisser sa production de pétrole. L'Arabie Saoudite, c'est 35% de la production totale, non pas du monde, mais de l'OPEP. En gros, concrètement, mais je vais vous remontrer ici les datas. L'OPEP, alors vous avez ici donc, les données de l'offre de pétrole, de la production de pétrole, ici hors OPEP, et là les pays de l'OPEP, les 13 pays de l'OPEP, ou OPEC en anglais. Ce que vous pouvez observer, c'est que la production, regardez bien ici, la production des pays de l'OPEP, elle est en réduction. Attendez, je vais un peu vite, j'y reviens. La production des pays de l'OPEP est en réduction. Vous voyez bien, hein, de 29 millions de barils à 28 millions de barils par jour. Alors que la production du Canada et des États-Unis est en forte hausse. Elle est en forte hausse en 2023, elle est attendue en forte hausse en 2024. Et donc, c'est ça en fait que les pays de l'OPEP essayent de conjurer. C'est ça qui inquiète les 13 pays membres de l'Organisation exportateur de pétrole. C'est que non seulement vous avez donc une hausse de la production américaine et du Canada, mais pas que. Il y a aussi une hausse de la production d'un pays très important comme le Brésil, qui vient donc inonder le marché. Donc ça, c'est plutôt un facteur de baisse du prix du pétrole. La demande, alors en Chine, en Inde et dans les grands pays hors OCDE, elle est en hausse, très bien. Mais la demande en Occident, Japon, Australie, États-Unis, Canada, Europe, elle est stable. Alors, en 2024, sera-t-elle négative ou légèrement positive ou stable? C'est ça le facteur X, c'est ça le facteur clé. C'est ça le facteur clé. Et quand je vois l'OPEP, quand je vois l'Arabie Saoudite qui nous fait une décision unilatérale d'1 million de barils en moins, alors qu'elle en produit 9, bon, c'est... je remonte les datas, mais pour l'OPEP, pour l'Arabie Saoudite, vous avez les données ici. Hein, là, actuellement, elle est sur du 9 millions de barils par jour. Et je vais enlever tous ces petits dessins. Donc, c'est pas rien de décider un en moins. Donc ça, c'est vraiment la clé. Alors, à partir de quel prix la hausse du prix du pétrole peut venir créer une seconde vague d'inflation? Vous savez, pour que vraiment le prix du pétrole, là, pour que ce ne soit pas un dead cat bounce, il faudrait quand même un alignement des planètes, c'est-à-dire que il faudrait non seulement que la consommation soit beaucoup plus robuste qu'attendue en Occident pour la fin d'année, et donc, une fois terminée cette histoire de driving season, il va falloir que ça se maintienne et que ça accélère en 2024. Et puis eu égard aux anticipations attendues de hausse de la production américaine, je veux dire, voilà, il y a quand même il y a vraiment des perspectives de croissance de la demande de production américaine. Lorsqu'on voit aussi, par exemple, un ami me parlait de ça en début de semaine, me rappelait ça, Warren Buffett qui investit dans le secteur du pétrole. Enfin, il y a des pétrole américain, des compagnies qui exploitent aux États-Unis, où il y a des choses comme ça. Je comprends, moi, pourquoi l'OPEP fait des coupes de production. Parce que sans ces coupes de production, jamais le prix du pétrole ne sera monté de 65 à 80 $. Alors maintenant, bien sûr, il y a le facteur géopolitique. En cas d'embrasement au Sahel ou de nouvel embrasement autour de l'Ukraine ou que sais-je encore, dès lors qu'il s'agit de pays importants pour l'offre de pétrole, oui, ça peut créer des poussées haussières. Mais on voit que la guerre en Ukraine, il y a eu une poussée haussière initiale et puis c'est retombé. Alors au Sahel, il y a le Nigeria qui produit beaucoup, mais c'est pas non plus gigantesque, ça doit être autour de 1 ou 2 millions de barils par jour. Bon. Donc voilà, il y a bien sûr cette incertitude géopolitique qui pourrait créer quelque chose de puissant à la hausse, mais sinon sans ça, d'un point de vue des fondamentaux classiques, je vois pas vraiment ce qui nous ramènerait à 100 $. Alors après, on va voir techniquement, il y a quand même des seuils avant qui sont à surveiller. Alors, à partir de quand
la hausse du prix du pétrole peut créer une seconde vague d'inflation. Alors je vous rappelle que les grandes tendances d'inflation se construisent autour de 4 piliers, l'inflation énergétique, l'inflation alimentaire, le prix des services et celui de l'immobilier. Il faut analyser donc en détail l'ensemble de ces composantes. Pour l'inflation énergétique, la meilleure façon de la prendre en main, c'est le diagnostic technique du prix du pétrole. La baisse du prix du pétrole, elle a fortement contribué à la désinflation. À partir de quand une remontée du prix du pétrole cesserait de participer à la désinflation, il serait même à nouveau inflationniste. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, justement, je vous montre ici le CPI aux États-Unis, alors l'indice des prix CPI d'ailleurs qui est mis à jour ce jeudi, alors qui est à 3%, qui est attendu en rebond. Si vous regardez la contribution de l'énergie, ça fait longtemps que la contribution de l'énergie a une croissance négative, donc qui contribue à la baisse, à la désinflation. On peut regarder plus en détail la contribution du prix de l'essence, qui est largement négative. Donc sans ça, en fait, le CPI ne serait pas retombé à 3%. Maintenant, à partir de quand il n'est plus désinflationniste? Eh bien écoutez, vous prenez ici le graphique du pétrole, le pétrole brut américain à gauche en données hebdomadaires, à droite en données journalières. Nous sommes en août 2023. En août 2024, 2022, on était là. On était entre 87 et 93 dollars. Donc pour que le prix du pétrole ne participe plus à la désinflation, il faudrait que le prix du pétrole remonte ici. En fait, il faudrait que le prix du pétrole sorte par le haut de ce trading range entre 65 et 83. Entre 65 et 83. Alors maintenant, justement, on va voir où est-ce qu'on en est sur le plan technique. Pour l'instant, ça semble rejeter sous les 83 dollars, qui est un seuil intermédiaire. Mais donc, voilà. Alors maintenant, justement, sur le plan technique, pétrole et bourse, le diagnostic technique est-il en faveur d'un Dead Cat Bounce? Alors, le diagnostic technique, on peut le faire sur le Brent, celui de la mer du Nord, le WTI, ou encore le DME Oman ou l'OPEC Baskets, ce sont les pétroles les plus importants. Le fait chartiste majeur, le support majeur à 65 dollars a tenu et a permis un fort rebond mensuel. Nous allons regarder ensemble aussi les données de positionnement des traders institutionnels, que font les asset managers sur le prix du pétrole. Nous allons regarder aussi ce que font les producteurs de pétrole sur le prix du pétrole. Et enfin, je vous donne tout de suite les niveaux techniques et je vous montre les illustrations. À court terme, il y a un seuil technique pivot à 83,50. Si on dépasse 83,50, oui, là, il faudra vraiment craindre une accélération en direction des 90 dollars. Par contre, si on échoue à 83,50 et qu'on casse le support à 80 dollars, on reviendra à 65 dollars. Alors, je vous montre tout ça en illustration. Alors, en effet, l'enseignement, le rebond de la driving season en juillet a fait que le marché n'a pas cassé 65 dollars. Vous avez ici un graphique du cours du pétrole en données mensuelles. Je vous avais expliqué que les 65 dollars c'était le niveau avant le déclenchement de la crise sanitaire. C'était la ligne de coup d'un V-top potentiel. Mais lorsqu'on ne casse pas une ligne de coup, il n'y a pas d'activation de figure chartiste. La ligne de coup n'a pas été brisée, donc nous avons évité un scénario de décrochage. Très bien. Et donc en données mensuelles, on reprend un niveau important ici à 77,30. Alors c'est vrai qu'il y a un brillet de reprise au-dessus des 77 dollars, 80 dollars. Maintenant, revenons donc à l'analyse technique en données hebdomadaires et en données mensuelles, en données journalières. En données hebdomadaires, le range est entre 65 dollars et 83,50. Là, nous sommes vraiment revenus dans la partie haute du trading range. C'est vraiment ici que cela se joue. Alors, là, vous aviez les précédentes coupes de production de l'OPEP qui n'avaient rien donné. Et là, vous avez donc depuis début juillet la baisse, alors j'aurais dû l'indiquer ici, mais je peux la rajouter, qui est celle qui est uniquement propre à l'Arabie Saoudite, voilà, depuis début juillet, mais c'est pas l'OPEP, c'est l'Arabie Saoudite, et donc il y a eu une poussée cette fois-ci, mais en grande partie parce que cette réduction de l'OPEP s'est conjuguée avec la hausse de la production des pays occidentaux de la driving season. Maintenant, le prix a bien poussé, effectivement, on revient dans le haut du range, et ça se joue ici, le risque haussier, il est un dépassement des 83,50. Vous voyez bien que 83,50, ça avait été ici le niveau de rejet.
et que la hausse était terminée une fois la cassure des 80 $. Donc là, on est en train de reproduire plus ou moins le même schéma, il y a une petite divergence baissière. Mais voilà, si le marché tient les 80 $, il peut repartir à l'assaut des 83,50. Donc dans l'immédiat, c'est hyper neutre entre 80 et 83,50. On donnerait un signal technique baissier en cas de cassure des 80. En cas de cassure des 80, c'est ce scénario-là qui pourrait se reproduire. Par contre, effectivement, s'il y a un dépassement de la résistance à 83,50, un dépassement de la résistance à 83,50, c'est cette trendline que le marché ira chercher. Ce sont les 90, 83,50. On voit bien ici, à l'époque, la ligne de coup d'une structure en double top, que l'on voit mieux en données hebdomadaires, c'était le double top qui avait suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc tout le sujet est ici. En plus, ce que je vous ai expliqué, c'est que si on revient à 90, 93,50, c'est là où à nouveau la hausse du prix du pétrole sera inflationniste. Donc c'est vraiment touchy et ça se joue ici. Ça se joue vraiment ici sur ces niveaux-là. Et donc, conclusion, le risque inflationniste du pétrole deviendrait fort et problématique si la résistance à 83,50 était dépassée. Et pour dépasser cette résistance à 83,50, là, je ne pense pas que cela viendra d'une nouvelle réduction des pays de l'OPEP parce qu'eux, ils ont joué leur va-tout et qu'à un moment ou à un autre, il faut bien qu'ils vendent quelque chose. Donc, il ne faut pas qu'ils arrêtent de produire. La driving season, ok, on est dedans, très bien, on a compris. Maintenant, ça va se jouer sur d'autres éléments. Pour dépasser 83,50, il faudrait vraiment des bons chiffres économiques en Europe ou aux États-Unis, ou bien sûr le fait géopolitique. Eh bien là, oui, il y aurait une poussée, mais ça, la géopolitique, bon, bah ça, c'est, comme on dit, géopolitique. Ce sont des faits qu'on ne maîtrise pas à l'avance, et ça, effectivement, il faut faire attention à ça. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'au final, la question de savoir s'agit-il d'un dead cat bonds, la réponse n'est pas évidente, tant sur le plan à court terme, en tout cas à court terme, on en comprend les raisons. Donc voilà. Maintenant, sur le plan de fond, il y a certains débats qui ne sont pas résolus, notamment la probabilité d'une récession en Occident, il y a certaines certitudes géopolitiques. Donc au final, il y a des points d'interrogation, faisons confiance au niveau de l'analyse technique. Risque haussier en cas de dépassement des 83,50 et le risque haussier commencera vraiment à perdre de la force si on recasse le support à 80 $. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté des éléments intéressants. Merci encore pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci à toutes et à tous et bonne semaine. Salut.